bienvenue dans le monde de l'animation. Ce week-end, je regardais un film d'animation Disney et je me suis dit waouh, quel chef-d'œuvre quand même. Et ça m'a rappelé une conversation qu'on avait eue, il me semble, en vocal sur le Discord où je parlais des 3 films d'animation Disney qui, selon moi, étaient les plus beaux, un peu les meilleurs du studio. Ce sont pas forcément mes 3 préférés, mais pour moi, ce sont les 3 meilleurs, ceux qui excellent le plus, ceux qui sont le plus éblouissants. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, ça permettra un petit peu de débattre du sujet. Alors, quels sont les 3 meilleurs films d'animation Disney ? Encore une fois, c'est un classement qui reste très subjectif parce que ce sont mes goûts. Ce sont 3 films que j'adore, évidemment, mais ce ne sont pas mes 3 films d'animation préférés. Si je devais classer mes 3 Disney préférés, ce ne serait peut-être pas ceux-là. C'est vraiment, pour moi, les films qui vont se détacher des autres, qui éblouissent du début à la fin, par leur musique, par leur graphisme, par leur histoire. Bref, pour moi, ce sont 3 films qui sont aboutis du début à la fin. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion, en fait, de vous présenter un petit peu ce classement que j'ai en tête depuis des années. Vraiment, pour moi, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été ces 3 films qui se détachaient un petit peu du lot. Il y en avait aussi un 4e, mais je voulais vraiment faire un top 3 et pour moi ces 3 films étaient vraiment excellents. Et donc je vais commencer avec le 3e film puisque j'ai établi un petit top de 3 places et en 3e position j'ai mis Le Bossu de Notre-Dame qui est donc sorti en 1996. Il s'agit d'une inspiration du célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a été publié en 1831 et d'ailleurs c'est la 9e adaptation. Voilà, celle de Disney, il y a eu 8 adaptations qui l'ont précédé. Et ce film il a été réalisé par 2 réalisateurs, enfin pas plusieurs réalisateurs mais dont 2 réalisateurs qui précédemment avaient réalisé La Belle et la Bête, donc ils avaient déjà travaillé ensemble en 1991. Il s'agit de Gary Trousdale et de Kirk Wise et il y a également les frères Bryzy qui ont travaillé sur les réalisations du Bossu de Notre-Dame. Et bien sûr à la composition nous retrouvons Alan Menken. Ça faisait déjà quelques années qu'il travaillait sur Disney puisqu'il avait commencé avec La Petite Sirène en 1989 et là sur le Bossu de Notre-Dame je pense qu'il a réalisé peut-être un de ses plus grands chefs-d'œuvre musicaux selon moi. Il y avait également Stephen Schwartz qui a été aux paroles donc pour tout ce qui était les chansons, c'était le parolier du Bossu de Notre-Dame et sincèrement le Bossu de Notre-Dame, au-delà du fait que c'est vraiment un film juste magnifique, je crois que les musiques y contribuent énormément et ce n'est pas pour rien que les musiques ont été nommées notamment aux Golden Globes et aux Oscars puisqu'en effet le film a été nommé dans ces 2 prix prestigieux pour sa meilleure musique et pour la meilleure musique de film. Et évidemment pour moi vraiment Le Bossu de Notre-Dame ça fait partie des plus beaux chefs-d'œuvre musicaux de Disney. Alors pourquoi selon moi Le Bossu de Notre-Dame est l'un des 3 meilleurs films d'animation Disney ? À mon sens déjà pour que le film fasse partie des meilleurs films d'animation, il faut qu'il excelle dans tous les domaines et pour moi c'est vraiment le cas avec Le Bossu de Notre-Dame. Le film est sorti donc en 96, on est sur une période où Disney avait une 2D exceptionnelle, on l'a vu avec tous les films qui sont sortis dans les années 90, que ce soit Mulan, Pocahontas, Aladdin, La Belle et la Bête, bref on a vraiment une 2D qui était remarquable à cette époque et Le Bossu de Notre-Dame pour moi excelle peut-être encore plus que ces films là parce qu'on est quand même déjà sur un film avec des thématiques qui n'ont jamais été abordées précédemment. Le film Le Bossu de Notre-Dame c'est un film qui est complètement centré sur la religion catholique avec une représentation vraiment authentique de la cathédrale de Notre-Dame et déjà ne serait-ce que la représentation de Notre-Dame pour moi ça fait gagner au moins 90% des points au film. Les graphismes sont sublimes et l'intérieur de Notre-Dame pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Réaliser une telle scène, je pense notamment à la scène Les Bannis ont droit d'amour avec Esmeralda. Rien que cette scène, si j'avais pas été convaincue que c'était un des meilleurs Disney, elle m'aurait persuadée parce que c'est d'une beauté exceptionnelle. Tous ces détails architecturaux, parce que vraiment représenter une cathédrale c'est dur, surtout quand même Notre-Dame de Paris qui est vraiment un sacré monument. Donc pour moi le film est vraiment brillant de ce côté-là, voilà, principalement Notre-Dame puisque l'intrigue se passe quand même au cœur de la cathédrale la plupart du temps et tout est représenté d'une telle manière, c'est tellement fidèle, c'est d'une telle beauté en réalité je trouve, enfin même ne serait-ce que là je parlais de l'intérieur avec les vitraux, avec toutes les voûtes, avec vraiment ne serait-ce que la cathédrale en elle-même mais même l'extérieur c'est absolument bluffant. Peut-être qu'on la voit davantage quand même dans la chanson pour le coup cette fois de Quasimodo, Rien qu'un jour où il se suspend à toutes les tours de Notre-Dame et on voit les détails et pour moi rien que ça c'est un coup de maître, c'est un coup de génie d'avoir réussi à représenter Notre-Dame d'une manière aussi fidèle, aussi
aussi quand même réaliste tout en réussissant à lui donner un côté cartoon pour que la cathédrale s'intègre bien au film d'animation. Bref, graphiquement pour moi le Bossu de Notre-Dame c'est vraiment un sans faute, c'est un vrai chef-d'œuvre et on le voit notamment avec la scène de fin qui est assez spectaculaire quand ils mettent le feu à Notre-Dame, c'est bluffant, je crois que c'est une des plus belles scènes pour moi de film d'animation, je trouve cette scène absolument remarquable. Mais bien sûr avoir de bons graphismes ça ne suffit pas à faire un des 3 meilleurs films Disney. Ensuite je dirais que le point fort du Bossu de Notre-Dame bien sûr ce sont ses musiques, c'est pas pour rien si le film a été nommé aux Golden Globes et aux Oscars pour la meilleure musique avec Alan Menken à la composition. Évidemment on s'attendait à du grandiose mais là le Bossu de Notre-Dame pour moi on monte encore d'un cran par rapport à ses anciennes compositions. Les chœurs sont absolument grandiose. Vraiment, j'avais eu l'opportunité de voir Disney en concert pour le concert des 100 ans et il y avait eu les reprises notamment du Bossu de Notre-Dame. Il y avait Emmanuel Dahl qui est la voix d'Hercule qui avait repris rien qu'un jour donc du Bossu de Notre-Dame et également il y avait eu le Symphonia Pop Orchestra qui avait repris toutes les musiques et la musique bien phare du Bossu de Notre-Dame avec tous les chœurs derrière et vraiment je crois que c'est la seule scène du concert qui m'avait donné autant de frissons. C'était absolument grandiose et je pense que voilà, le Bossu de Notre-Dame, on commence avec les 2 premières notes et on sait qu'on est dans le Bossu de Notre-Dame et on se dit waouh, ce film c'est un chef-d'œuvre juste avec ces 2 premières notes musicales. Toutes les chansons pratiquement, j'ai dit pratiquement parce que la chanson des gargouilles on pourrait s'en passer, mais autrement toutes les chansons sont vraiment remarquables, mais surtout les instrumentales, Alan Menken, merci, c'est d'une beauté remarquable et c'est pour ça que déjà pour moi, ne serait-ce que les graphismes et la musique, ça plaçait le Bossu de Notre-Dame en très bonne position pour faire partie des meilleurs films Disney. Mais encore une fois, les graphismes et la musique ne suffisent pas si le scénario n'est pas au rendez-vous parce que c'est bien beau d'avoir un film qui est un chef-d'œuvre graphiquement, qui musicalement nous émerveille, mais si le scénario ne tient pas la route, ça ne peut pas en faire un bon film Disney. Et là, le Bossu de Notre-Dame, pour moi, ils ont vraiment pris un risque. Comme je disais, ils ont vraiment mis en avant la religion catholique. Je pense que c'était la première fois que Disney se risquait autant à représenter une religion. Là, ils sont pas allés par 4 chemins. Il y a l'archidiacre, tout se passe, enfin une grande partie du film se passe dans la cathédrale. La chanson Les bannis ont droit d'amour, on voit des catholiques, des chrétiens qui prient, qui sont pratiquants. Bref, vraiment, Disney a misé à 100% sur la religion. Je trouve que mine de rien, c'était un peu risqué, peut-être. Je sais pas si à notre époque, ça passerait toujours de faire un film comme ça, entier, centré sur la religion et sur la cathédrale de Notre-Dame. Je ne sais pas. Je vous avouerai que c'était un pari osé et qui, selon moi, est réussi. Et si beaucoup d'adultes pensent que les films d'animation sont pour les enfants, parce que ça, on entend un paquet de fois, ah, mais Disney, c'est pour les enfants. Clairement, le Bossu de Notre-Dame, ça s'adresse pas aux plus jeunes, pas aux petits. Le film est quand même pratiquement centré sur le désir et encore une fois c'est rare, je pense que c'est le seul film Disney qui parle autant du désir. On est avec un personnage quand même, un antagoniste, Frollo, au-delà du fait qu'il est vraiment c'est un antagoniste qui pour moi fait partie des meilleurs, c'est pas du tout mon préféré, je l'aime pas, Frollo je le déteste, mais il a une psychologie qui est tellement fine, en réalité il est fou, hein, soyons honnêtes, il est complètement fou, il désire Esmeralda à un tel point qu'il est prêt à tout, il est prêt à mettre Paris à feu et à sang, juste parce qu'il la désire et qu'il la veut, hein, c'est une question de possession, il se dit que si lui ne peut pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Avant 96, ils avaient déjà abordé des thématiques plus ou moins adultes quand même, mais je vous avouerai que faire tourner tout un film autour de la religion et du désir, c'était quand même sacrément osé, et à mon sens, c'était un pari qui a vraiment fonctionné. Je me souviens, j'ai vu le Bossu de Notre-Dame, j'étais préadolescente, enfin, je devais avoir une petite dizaine d'années, début dizaine d'années, et je n'avais absolument pas compris en fait l'histoire, parce que je n'avais pas compris que Frollo désirait Esmeralda, ce qui est quand même un peu le cœur de l'histoire, hein. C'est pour ça qu'il y a un film, et c'est pour ça que je dis que le film n'est vraiment pas pour des plus jeunes, parce que les jeunes ne comprendront pas déjà le sens même du film, et puis le film est très dur, c'est un film aussi qui parle quand même de la beauté intérieure et extérieure, parce que Quasimodo, on est d'accord, hein, c'est centré sur l'apparence, sur le physique. Pourquoi Esmeralda elle préfère Phébus alors que clairement Quasimodo est 10 fois plus gentil avec elle que Phébus? Tout simplement parce que Phébus, voilà, pour elle c'est un dieu vivant, il est beau, il a toutes les qualités de la terre, et Quasimodo, il n'a pas le physique approprié entre guillemets, donc c'était quand même beaucoup de sujets très
touchy que Disney a mis en avant dans un seul et même film. Et finalement on découvre quand même qu'à la fin du film que la vraie beauté bah, elle vient du cœur, que déjà en plus la beauté c'est subjectif, mais qu'il faut pas s'arrêter à l'apparence, donc c'est un film qui transmet quand même beaucoup de messages, mais dans une ambiance qui reste quand même très adulte, assez sombre, hein, puisque Esmeralda est brûlée sur un bûcher, bon elle est sauvée avant, mais tout de même ce n'est pas rien hein, de voir une héroïne comme ça qui est attachée sur un bûcher et qui commence à être presque brûlée, hein. On est d'accord, la scène où Quasimodo la sauve et oui l'escalade Notre-Dame en la portant à bout de bras en criant droit d'asile, cette scène, si vous n'avez pas les frissons, vous les aurez jamais quoi. Donc c'est quand même assez remarquable d'avoir réussi à faire un film de cette envergure, de cette ampleur, avec autant de sujets délicats à aborder. Et à mon sens, Le Bossu de Notre-Dame, il a tout réussi sur tous les points. C'est pas mon film d'animation préféré, contrairement, pourtant on pourrait croire, hein, vu comme j'en vante ses mérites, mais pour moi c'est juste un chef-d'œuvre que j'ai toujours envie de voir et de revoir, où on s'attache énormément, je trouve, aux personnages, surtout Quasimodo, mais également à Esmeralda, et c'est aussi un film qui met en avant aussi les bohémiens, qui sont très peu représentés dans les films, et surtout les films d'animation, franchement, je crois qu'à part Le Bossu de Notre-Dame, on parle très peu de la communauté des bohémiens. Donc vraiment, voilà, c'est un film qui a réussi à parler de sujets qui, en temps normal, sont très peu abordés, et à le faire brillamment, avec un graphisme absolument éblouissant, et des musiques plus qu'intemporelles, qui pour moi font partie des meilleures musiques de chez Disney. Passons donc ensuite au deuxième plus beau film d'animation de chez Disney, celui-ci, remerciez-le bien fort, puisqu'il m'a inspiré cette vidéo. Il s'agit de Frères des ours, qui est donc sorti en 2003, début 2004 en France, et il est réalisé eh bien, par une équipe qui avait précédemment travaillé sur Aladdin et sur La Belle et la Bête. Il s'agit donc de Robert Walker et de Aaron Blaise, et là surtout eh bien, dans Frères des ours, encore une fois, nous avons eh bien, une composition exceptionnelle avec Mark Mancina, mais surtout avec le retour de Phil Collins. Phil Collins qui avait précédemment travaillé sur Tarzan en 1999 et qui là, eh bien, 4 ans plus tard, est de retour sur le projet de Frères des ours avec pas moins de 6 nouvelles chansons originales. Moi je suis une très grande fan voilà, de Phil Collins, de Genesis, j'adore, donc clairement dès que Phil Collins est présent, je suis conquise clairement pour les chansons, même si j'avais pas aimé le film, j'aurais quand même écouté les chansons en boucle. À l'instar du Bossu de Notre-Dame, donc à mon sens le film excelle dans tous les domaines, les graphismes, la musique, mais surtout le scénario. Et il faut savoir que le film, eh bien, l'idée est née bien avant en fait que la production soit lancée, voilà. L'idée du film de Frères des ours a été lancée pendant la production du Roi Lion, donc le Roi Lion qui est quand même sorti en 94, je le rappelle, et le scénario de Frères des ours était un petit peu tombé dans l'oubli pendant un moment, et ce n'est que des années plus tard qu'Aaron Blaise, donc un des réalisateurs, s'est vu confier le scénario pour en faire un film, un long métrage. Et au départ le scénario de Frères des ours était bien différent de celui qu'on connaît, c'était d'abord un scénario qui était beaucoup plus sombre et mature, avec vraiment une ambiance tragique, et à mon sens le film a déjà suffisamment de drame, hein, comme ça. Pour moi c'est un des films qui est sans doute, qui fait partie quand même des films les plus dramatiques de chez Disney, même si on y reviendra, mais c'est un des rares films où il n'y a pas vraiment d'antagoniste, ce qui est vraiment très rare. Et donc eh bien le projet a vu le jour des années plus tard, et ils ont tout retravaillé, notamment eh bien la présence d'un père, puisque donc pour ceux qui connaîtraient pas très bien Frères des ours, ceux qui ne s'en souviendraient pas bien, dans Frères des ours il y a trois frères qui viennent donc d'une tribu inuit, puisque le film se déroule eh bien post-ère glaciaire, donc au nord, en Amérique du Nord, et d'ailleurs eh bien les réalisateurs et l'équipe du film sont allés plusieurs fois en Alaska, en Californie et dans le Wyoming pour s'inspirer eh bien des terres et pour essayer de représenter un décor visuel le plus fidèle possible à ce qu'ils voulaient faire. Et donc ces trois frères inuits, avec Sitka pour l'aîné, Denai pour le cadet, et enfin eh bien Kenai qu'on connaît bien pour le Benjamin, et bien Denai et Sitka à la base eh bien ne devaient pas exister, il devait seulement y avoir un père et Kenai, et en réalité ils ont décidé de centrer le film 100% eh bien sur la fraternité, donc Denai et Sitka sont apparus, et ensuite bien sûr la relation de Koda et Kenai a été travaillée aussi, donc en réalité le film est vraiment centré sur l'amour fraternel. Et j'imagine que vous allez encore me demander, même si moi je n'ai rien demandé depuis le départ et je parle toute seule mais c'est pas grave, pourquoi Frères des ours est donc le deuxième meilleur film d'animation Disney selon moi? Et bien pour plein de raisons, parce que déjà j'adore Frères des ours, hein, je
trouve que le film est très beau, mais il va falloir développer un petit peu plus. Frère des ours, il a quand même une particularité qui, à mon sens, fait une grande partie du charme du film. C'est que, je pense que d'ailleurs cette particularité, c'est le seul film d'animation à l'avoir, et peut-être même un des seuls films à l'avoir tout court. Il faut savoir que quand Kinaï est encore en humain avec ses frères, eh bien le format de l'image est plus petit. Vous pouvez mettre Frère des ours, que ce soit avec un DVD ou sur Disney+, vous n'aurez jamais la première partie du film qui prendra tout l'écran. Vous verrez des bandes noires de chaque côté parce que l'écran est plus petit. Et pourquoi l'écran est-il plus petit quand Kinaï est humain? Tout simplement parce que les studios ont voulu montrer qu'en réalité, eh bien avant que Kinaï ne soit réellement, que Kinaï ne soit en ours, quand il était humain, il avait un petit peu des œillères finalement, il y voyait mal, du moins il n'y voyait pas comme il fallait, il n'y voyait pas avec son cœur. Et donc c'est uniquement quand Kinaï est transformé en ours et qu'il prend réellement conscience qu'il est un ours que l'écran s'agrandit et qu'on a enfin le film qui prend tout l'écran. Donc ça c'est exceptionnel, je trouve, ce format d'image qui change uniquement avec la vision en fait de Kinaï, l'évolution de son personnage. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes déjà qui se sont dit en lançant le film, oula c'est ma télé qui a un problème d'écran. Non, c'est bien le film de Frères des ours qui est comme ça. Et pour moi, rien que ça aurait déjà classé Frères des ours parmi un des meilleurs films. Parce qu'évidemment, pour moi, Frères des ours, c'est un film qui aborde des sujets cruciaux, essentiels, notamment la relation de l'homme avec la nature et sa perception de la nature. Kinaï, c'est un jeune garçon qui est une tête brûlée, il est tête en l'air, c'est pas un mauvais garçon, mais il est égocentrique et clairement, même Denaï, son frère qui est aussi un peu égocentrique, lui dit qu'il va recevoir un totem mammouth pour sa tête enflée, alors que Sitka, lui donc le frère aîné, est vraiment la voix de la sagesse, il guide ses deux frères comme il peut, le pauvre. Mais bon, et donc Kinaï, c'est quand même un garçon qui va se retrouver à aller tuer un ours à la base juste parce qu'il a commis une bêtise, et donc il se dit qu'il va aller tuer cet ours pour se racheter, ou pour plutôt prouver qu'il est capable de tuer cet ours. Finalement, avec les péripéties qui vont survenir, c'est Sitka, son frère aîné, qui va être tué, non pas par l'ours, mais par, voilà, on va dire des malheureuses circonstances. Et Kinaï, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il va vouloir venger son frère, et plutôt que de rester les bras croisés, il va se dire, je vais tuer l'ours qui a causé la mort de mon frère. Donc on voit bien, il le dit lui-même, les ours ne ressentent rien, les animaux ne ressentent rien, ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas de sentiments, et c'est quand Kinaï va donc tuer l'ours qui a tué son frère, et ce qu'il ignore c'est que cet ours, il s'agit de la mère de Koda, l'ourson qu'il va rencontrer plus tard, donc pour ceux qui ne se souviendraient pas bien du film. Et donc à cette occasion, Kinaï va être transformé par les grands esprits en ours, et je trouve que là, toute la beauté du film, au-delà de ces graphismes qui sont très beaux, bien qu'encore une fois différents, par exemple du Ouf de Notre-Dame ou d'autres films qui sont très recherchés, je pense notamment à Atlantide qui était sorti en 2001, quelques années avant, on est sur des graphismes qui sont beaucoup plus épurés, mais la nature est divinement bien représentée, c'est extrêmement fidèle, et surtout ça représente aussi bien la culture des Inuits, avec notamment leurs croyances, avec la présence des esprits, et notamment le fait qu'ils arrivaient en quelque sorte à communiquer avec les esprits à travers les aurores boréales. Et là c'est ce qui se passe avec Kinaï, et puisqu'on parle de sa transformation, la scène transformation, pour moi, elle mérite un Oscar à elle toute seule, c'est absolument magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique cette scène, avec la musique transformation, encore une fois une instrumentale, mais vraiment à vous donner des frissons, et les voix, les chœurs, je crois que c'est ce qui marche beaucoup dans la musique, c'est ce que j'ai remarqué aussi pour le Bossu de Notre-Dame. Là on est vraiment avec des chœurs, avec des chants un petit peu traditionnels en fond, et vraiment waouh, c'est une scène, vous êtes à chaque fois bluffé. Et je disais que j'avais vu le film ce week-end, et quand je l'ai regardé j'étais en famille, on l'a mis à table, et vous voyez, même mes parents qui connaissent le film, ils se sont arrêtés de manger le temps de cette scène pour la regarder. Je les ai pas obligés, je vous assure, je suis pas une fille tortionnaire quand même, je leur ai pas dit regarder la scène, et ils se sont arrêtés de manger pour regarder la transformation, parce que en fait c'est juste bluffant comme scène de film, c'est tellement beau, et voilà quoi, la musique, les graphismes, tout est présent, tout est réuni. Et puis en plus, après la mort de Sitka, après la dispute de Denaï et Kinaï, bref, on a les émotions qui sont à vif, et transformer Kinaï comme ça de cette façon, avec Sitka qui revient sous forme d'esprit, enfin vraiment, c'est, pour moi ils ont réussi un coup de maître Disney avec cette scène là. Et ensuite bien sûr il y a toute l'évolution de Kinaï qui est donc à présent un ours, et qui va devoir s'habituer, puisque pour lui en réalité les ours sont les méchants. Il y a une scène notamment qui est magnifique où Kinaï et Koda se retrouvent donc face à de l'art pariétal préhistorique sur un mur, donc simplement des dessins préhistoriques réalisés par les hommes sur de la pierre, et là on voit réellement en fait combien les hommes et les animaux, là en l'occurrence
l'occurrence les hommes et les ours sont divisés. Quand Kinaï avait peur des ours, il se rend compte que là Koda est terrifié par les humains, puisque Koda lui dit ces hommes font vraiment peur, surtout avec leurs bâtons. Et là il commence en fait à voir le monde des yeux d'un ours. En fait il voit le monde à travers les yeux de Koda, à travers ce petit ourson qui est effrayé avec ces humains. Bon, Koda ne le sait pas encore à ce moment du film, mais ces humains qui ont quand même tué sa maman. Donc en réalité Kinaï il se dit que toute l'image qu'il avait de la nature, l'image qu'il avait surtout des animaux, cette représentation qu'il en avait, tout était faux, parce qu'en réalité les animaux ils éprouvent des émotions et ils ressentent quelque chose. Et c'est ça pour moi la beauté de Frères des ours, le message qui y est passé, cette transformation de l'homme en animal, et vraiment le fait que son monde va complètement basculer et qu'il va voir tout ce qu'il appréhendait avant de manière totalement différente et nouvelle dans les yeux, à travers les yeux de son ennemi. Et c'est ça que je trouve qui pour moi fait de ce film un vrai chef-d'œuvre. Et surtout quand même la fraternité qui est au cœur du film, la relation de Kinaï et Koda, c'est une des plus belles relations de chez Disney. Vraiment, je trouve ils sont si beaux tous les deux. C'est tellement touchant quand Kinaï était toujours le plus jeune frère, finalement, celui dont on prenait soin. Sitka veillait quand même toujours au grain. Là, il se retrouve dans le rôle de grand frère à devoir veiller sur Koda. Et quand il réalise que c'est lui qui a tué sa mère, la chanson Mon frère ours, interprétée par Phil Collins d'ailleurs, elle est voilà, c'est pour moi une des plus belles chansons Disney qui existent, même si elle est sous-cotée, parce que bien sûr En chemin est beaucoup plus populaire, même la chanson Bienvenue, plus populaire que Mon frère ours, qui est dans No Way Out en anglais, et la version originale, mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'écoute encore très souvent, vous voyez, plus de 20 ans plus tard. Et je disais notamment tout à l'heure que ce que j'aime beaucoup dans ce film, au-delà des esprits, de la musique, avec les chœurs, de toutes ces représentations, avec la tribu, enfin bref, les passages des aurores boréales, la fin c'est pareil, quand Kinaï est transformé, c'est waouh, il y a même pas de mots pour décrire la beauté de cette scène. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce film, c'est rare, mais il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de méchant finalement, juste la bêtise humaine, j'ai envie de vous dire, puisque en réalité, Kinaï va attaquer sans raison la mère de Koda, et la mère de Koda va vraiment juste vouloir défendre son petit, donc elle ne cherche pas à tuer Kinaï et ses frères, mais juste en fait à protéger Koda, tout simplement. Et donc voilà, c'est Sitka meurt à cause d'un malheureux concours de circonstances, et finalement, le méchant du film va se retrouver à être Denaï, donc le frère cadet, puisque Denaï, quand il arrive, il pense que Kinaï est l'ours qui a tué son frère, alors qu'en réalité, non, pas du tout. Kinaï a juste été transformé en ours, mais ça, Denaï le sait pas, et donc tout le film, il va vouloir tuer son frère pour en fait venger son frère, ce qui est un petit peu compliqué, vous en conviendrez. Et donc, c'est ça la beauté de ce film, en fait, cet amour fraternel qui est si fort, Denaï qui passait son temps à se quereller avec Kinaï, qui là est prêt à risquer sa vie pour venger son frère, et je trouve ça tellement beau. Finalement, il n'y a pas de méchant, juste une incompréhension totale, et voilà, et tout est dans le concours de circonstances dans ce film, il n'y a pas de méchant, juste la bêtise humaine, et la bêtise humaine ainsi représentée, moi je trouve que c'est très beau, et j'espère que ce film aura peut-être touché certaines personnes, inspiré certaines personnes, permis à des personnes qui ne sont pas proches de la nature et des animaux de percevoir ce monde-là différemment. On voit l'impact de la chasse, tout, bref, pour moi c'est sans faute, et voilà. C'est pour ça que Frères des ours, à chaque fois que je le vois, je me dis waouh, 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 c'est le mot que j'ai à la bouche durant tout le film. Je sais, c'est pas très élaboré comme réflexion, mais waouh, qu'est-ce que ce film est beau. Et enfin, à mon sens, quel est le plus beau film d'animation Disney? Je ne vais pas être très originale parce que pour moi c'est un classique et c'est pour moi le plus beau film d'animation au monde. Oui, je vous assure, vous avez bien entendu, pour moi c'est le plus beau film d'animation au monde. Il n'y en a pas d'autre qui existe de meilleur, même dans les Ghibli, dans peu importe. Il s'agit donc de Bambi qui est sorti en 1942. Pour moi ce film est un chef-d'œuvre du début à la fin. Et savez-vous vraiment d'où vient l'histoire de Bambi? Quelles sont ses origines? Parce que oui, quelqu'un qui voit un enfant va dire « Oh, t'as vu, il y a un Bambi !» alors que quelqu'un qui verra un éléphant ne dira pas « Oh, t'as vu, il y a un Dumbo !» Bambi, c'est vraiment une légende, c'est une icône. Mais quelle est sa vraie histoire? Eh bien, en réalité, le film Bambi, donc des studios Disney, il s'agit d'une adaptation d'un roman autrichien, d'un roman de jeunesse, qui a été écrit par Félix Salten en 1923, et Walt Disney a eu un véritable coup de cœur pour ce roman. Quand il l'a lu, il a décrété qu'il allait en faire un film, et à l'époque, il venait juste d'achever la réalisation de Blanche-Neige et les 7 nains, et d'autant plus que le studio travaillait déjà sur de futures grosses productions, puisqu'il y avait déjà Pinocchio et Fantasia qui étaient en cours de réalisation à l'époque, et Walt Disney qui voyait toujours tout dans le grand, il s'est dit ben tant pis, on va quand même réaliser Bambi. Et même si Bambi n'a pas été le second long métrage d'animation Disney comme Walt Disney le souhaitait, il a été le 5e, puisque évidemment après Blanche-Neige et les 7 nains,
il y a eu Pinocchio, Fantasia, puis ensuite Dumbo, et c'est juste après que Bambi a vu le jour. Et quand même, eh bien Walt Disney, comme il rêvait toujours un très grand, il a donc décidé de recruter toute une équipe pour travailler sur ce projet, et il a réservé eh bien entièrement un des bâtiments neufs des studios Burbank en Californie pour que les équipes puissent travailler eh bien sur le film. Ils ont même fait venir eh bien des fans et des animaux de la forêt dans le studio pour les représenter de manière la plus fidèle possible. Il y a eu un énorme investissement autour de Bambi. Alors bien sûr, moi en tant que presque végane et fervente défenseuse des animaux, j'approuve pas le fait qu'un fan soit dans un studio, hein, se retrouve là juste pour être dessiné bien sûr, mais je crois pas qu'à l'époque ils avaient les mêmes considérations, donc pour eux ils avaient besoin de dessiner, ils ont fait venir un fan. Après tout c'est logique, hein. Vous voulez dessiner un fan, vous faites venir un fan. Mais malgré tout, même si l'idée de faire venir des animaux dans un studio d'un point de vue éthique animal c'était pas terrible, Walt Disney voulait vraiment mettre eh bien, en valeur la chasse et plutôt les conséquences de la chasse plus que la chasse elle-même. Et donc évidemment l'histoire du roman, donc l'histoire originale avant que le film paraisse, donc celle du roman racontait l'histoire d'un fan qui avec sa mère allait tomber sur des chasseurs et sa mère allait donc être tuée devant ses yeux. Et Walt Disney il s'est dit, ainsi que l'équipe du film, et si on faisait exactement la même chose dans notre film? Et donc quand ils ont fait la projection, vous savez les pré-projections comme il y a encore actuellement, pour voir ce qu'en pensait le public, ils ont fait la scène où le chasseur tuait en direct live la maman de Bambi, et quand ils ont vu à quel point les spectateurs étaient absolument horrifiés par la scène, ils ont décidé de la retirer et de faire seulement donc le coup de feu qu'on connaît et qui a fait pleurer presque le monde entier. Moi pour la petite anecdote, quand j'ai vu Bambi pour la première fois, j'avais 3 ans et je n'ai absolument pas compris que la mère de Bambi était morte, donc je n'ai pas du tout vécu ce traumatisme. Pour moi, voilà, il y avait un coup de feu, elle était partie, mais à 3 ans on raisonne pas de la même manière bien sûr, et il a fallu que j'attende la sortie de Bambi 2 pour eh bien réaliser dans Bambi 2 que la maman était morte, et donc j'ai été traumatisée par Bambi 2 et non pas par Bambi 1. Et en parlant de chasse, la première du film a d'ailleurs été annulée. Au départ elle devait avoir lieu au Lincoln Theatre dans l'état du Maine, et l'équipe du film en réalité a eu peur eh bien qu'il y ait des émeutes et des manifestations de chasseurs au vu du sujet du film, et donc la première a été annulée et finalement elle a été reportée à Londres, donc vraiment rien à voir. Et d'ailleurs le film était un petit peu trop novateur pour son époque parce que le public a été un petit peu surpris par la thématique et le film n'a pas rencontré son succès de suite, mais vraiment les gens en 42 hein, ils savaient pas ce qui était bon bien sûr à prendre au second degré si jamais. Et Bambi a donc connu son succès seulement en 1947 quand il est ressorti, où là il a été acclamé par le public. Bon, ma caméra n'en pouvait plus de tant de beauté et d'émerveillement, elle s'est sentie submergée par ses émotions. Et donc Bambi, eh ben, évidemment, c'est un chef-d'œuvre intemporel. Il a d'ailleurs été nommé aux Oscars pour le meilleur son, la meilleure musique et la meilleure chanson. Et donc pourquoi ça en fait un chef-d'œuvre? Tout ça réuni, Bambi. Déjà, graphiquement, je pense que c'est le plus beau film d'animation que j'ai pu voir, et pourtant j'en ai vu des films d'animation. Cette forêt, c'est une merveille, c'était vraiment les premières techniques d'animation 2D, où on voyait tout le travail à la main, le crayonné. Bref, je dis pas qu'aujourd'hui il n'y a plus de travail, mais le travail 2D vraiment fait à la main, ça avait un charme que la synthèse ne rapportera jamais. Et là vous noterez que parmi les 3 films d'animation qui selon moi sont les plus beaux de chez Disney, il n'y a que de l'animation 2D, parce que même si j'adore des films en 3D, hein, comme La Reine des Neiges et compagnie, c'est vrai quand même que la 2D ça avait un charme qu'on ne retrouvera jamais, et clairement Bambi, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre graphique quoi. Vous regardez Bambi, les premières scènes du film, la scène de la naissance de Bambi, mais c'est... Waouh, c'est si beau, les bois, les animaux de la forêt, les détails, même Bambi qui apprend eh bien, à marcher, Bambi qui patine sur la glace, et qui c'est d'une beauté, ces scènes, la qualité de l'animation, on retrouvera jamais ça dans aucun autre film, même s'il y a des films qui l'ont précédé et qui lui ont succédé, hein, voilà, Dumbo, Pinocchio, ce sont de très beaux films d'animation, ou même ceux qui sont sortis après Bambi, mais je trouve que Bambi, il a quelque chose, puis en plus c'est quand même un film où on ne voit pas d'humain, c'est un film qui est fait 100% qu'avec des animaux, et mine de rien c'est toujours délicat de faire des films comme ça parce qu'il faut vraiment s'attacher aux personnages. Bambi, contrairement à Dumbo, c'est pas un personnage muet, mais c'est un personnage quand même qui parle peu, il a pas tellement de dialogue, donc c'est quand même pas évident de faire un film comme ça avec un personnage qui va apprendre à parler dans une forêt avec uniquement des animaux qui sont très réalistes, parce que là ils ne sont absolument pas cartoon, on n'est pas comme dans Dumbo qui l'a juste précédé, où clairement on est dans un film voilà très cartoon, très animation.
dans Bambi on est avec des décors réalistes, des animaux qui sont réalistes, bref même l'histoire en elle-même est très réaliste, un enfant qui perd sa mère tué par des chasseurs, donc là c'est pas une cigogne qui apporte un bébé, vous voyez un bébé éléphant dans un cirque, donc autant de réalisme en fait, je crois que c'est ça, juste représenter la beauté de la nature à l'état pur, c'est en fait juste le fait que ce soit si vrai, si authentique, c'est tellement réel Bambi en réalité que c'est ça qui en fait toute la beauté je trouve. Et les chansons, alors les chansons oui elles ont un peu vieilli, c'est sûr que si vous les écoutez aujourd'hui, mais elles ont un charme qu'on ne retrouvera pas et dans les nouvelles productions qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que je pense même la chanson de la pluie elle est si jolie, j'adore l'écouter et souvent même quand il pleut je la chante, elle est intemporelle, elle est iconique, même la chanson du printemps qui est très belle, beaucoup plus gaie, Je chante pour toi, une des plus belles chansons d'Amont Disney franchement, avec les voix vraiment les voix à l'ancienne quoi, et c'est un tel bonheur de découvrir Bambi, de découvrir l'histoire de Bambi, de son amitié avec Pampan, les épreuves qu'il traverse quand il perd sa mère, sa relation avec Féline, au départ ils sont amis et puis petit à petit en grandissant il se rend compte que son amitié a évolué avec des sentiments plus profonds, c'est si beau Bambi, et vraiment tous les animaux qui doivent faire face à l'adversité, qui doivent surmonter les épreuves, le feu, les hommes, bref ils sont sans arrêt en danger finalement, ils sont en permanence sur le qui-vive pour survivre, et voilà Bambi ça le représente magnifiquement, ça représente aussi les conséquences de la chasse hein, bien sûr, ça c'est pour moi le point le plus positif du film, si seulement ça pouvait toucher plus de personnes et ça pouvait toucher encore des gens aujourd'hui, vraiment ne serait-ce qu'une seule personne, je me dis une seule personne qui chasse moins c'est déjà quelques animaux qui sont sauvés et c'est toujours ça de prix en fait, donc ce sont des films comme ça qui délivrent de si beaux messages, des messages si importants qui pour moi voilà font partie des plus beaux films d'animation, et en l'occurrence Bambi il a tout pour être vraiment le meilleur film d'animation de Disney et surtout à mon sens le meilleur film d'animation du monde parce que c'est juste un chef-d'œuvre intemporel, et sincèrement si vous n'avez pas vu Bambi mais allez le voir, le film n'est pas très long mais vraiment découvrez-le, vous pouvez pas regarder de l'animation et passer à côté de Bambi, si vous ne vous en souvenez pas retournez le voir juste pour être de nouveau émerveillé, c'est beau, alors peut-être prévoyez un paquet de mouchoirs, peut-être, on peut pas passer à côté de la beauté de Bambi, et j'aimerais dire la magie mais en réalité Bambi il est pas magique, c'est justement ça qui le rend magique, c'est le fait qu'il n'est pas fantastique, il n'est pas fantasy, il n'y a pas de magie, c'est juste la vie, et c'est la beauté de la vie, la beauté de la naissance, et la beauté juste voilà de la vie tout simplement avec un grand V, et c'est pour ça que Bambi est pour moi le meilleur film d'animation du monde. Et bien voilà pour les 3 meilleurs films d'animation Disney, sincèrement je ne peux que vous recommander de les voir, s'il y en a certains parmi eux que vous n'avez pas vu, foncez, allez les voir, Bambi, Frères des ours, Le Bossu de Notre-Dame, ce sont des chefs-d'œuvre, vous n'en ressortirez pas intacts, ça c'est sûr, on peut pas rester indifférent à ces films, ils sont vraiment beaucoup trop beaux, et je crois qu'au début de la vidéo j'ai dit qu'il y avait un 4e film que j'aurais bien aimé mettre, et c'était La Belle et la Bête, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il a un côté peut-être un peu plus cartoon, et je pense surtout que je l'aime beaucoup trop pour être objective, je sais pas si je suis objective avec cela, attention hein, ça reste quand même des goûts personnels, mais La Belle et la Bête je l'aime tellement que je voulais mettre des films qui n'étaient peut-être pas mes préférés, même si en soi pour moi Le Frère des ours ça fait vraiment partie de mes préférés, j'adore ce film, mais Le Bossu de Notre-Dame et Bambi ce sont pas les films que je regarde tout le temps au quotidien, vous voyez, je les vois de temps en temps mais je les regarde pas tout le temps, alors que Frères des ours je regarde beaucoup plus souvent, donc je voulais vraiment mettre les films qui pour moi étaient les plus beaux mais sans que ce soit non plus mon film préféré, parce qu'après j'en aurais peut-être pas parlé de la même manière non plus, donc voilà, en 4e si j'avais une autre place j'aurais mis La Belle et la Bête, mais j'avais pas d'autre place donc on s'en tient à ces 3 là. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement, quel est votre classement à vous, quels sont selon vous les 3 plus beaux films d'animation Disney, pas forcément vos préférés mais vraiment ceux qui selon vous sont les plus beaux, et est-ce que parmi ces films il y en a certains que vous n'avez pas vu par exemple, je serais curieuse de savoir tout ça. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.